Monsieur Moustapha Lo, président du Parlement de la communauté des pays de la CEDEAO, messieurs les membres du bureau du Parlement, messieurs honorables députés du Parlement de la CEDEAO, mesdames et messieurs les commissaires qui m'avaient accompagné, chers collaborateurs, honorables et distingués invités, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre invitation pour que je vienne me livrer pour la première fois à cet exercice qui porte sur l'état de notre communauté. Cet exercice vient à point nommé puisque nous venons de finir les sessions ordinaires de notre communauté, en commençant par le comité des affaires, le comité de l'administration et de la gestion financière. Ensuite, nous avons fait le conseil de médiation et sécurité au niveau des ministres et enfin le conseil des ministres, qui est l'instance d'avant la conférence des chefs d'État de notre communauté. Et donc la semaine dernière, nous avons fait le même exercice et donc nous allons vous rendre compte de l'état de la communauté et surtout insister sur les conclusions et recommandations qui sont issues de ces assises. Je voudrais deuxièmement vous présenter les excuses puisque hier je n'ai pas pu honorer ce rendez-vous, étant revenu avec des instructions qu'il fallait mettre en application hier même, compte tenu de la situation préoccupante que nous traversons avec les Comibes et la Guinée-Bissau. Enfin, je voudrais profiter de cette tribune pour rendre un hommage mérité à mon prédécesseur, M. Kadri Ouedraogo, pour les avancées remarquables qui ont été faites pendant les 4 ans de son mandat. Et je voudrais à présent commencer à me livrer à cet exercice en vous disant que l'année 2016 est une année charnière. Charnière parce que d'abord, au niveau de la Commission, commence la mise en œuvre de la réforme institutionnelle où nous avons eu 7 commissaires qui ont prêté serment devant le Conseil des ministres à Dakar, le vice-président issu de la Gambie qui a prêté serment, et moi je prêterai serment le 4 juin prochain devant la conférence des chefs d'État qui aura lieu à Dakar. Et ensuite, je voudrais insister sur le fait que nous traversons une période qui constitue une avancée notable dans la construction de notre union économique et douanière par la mise en œuvre du TEC-CEDEAO. Vous savez que c'est le TEC qui devrait nous permettre de constituer cette union qui constitue en effet une étape importante pour évoluer de la CEDEAO des États vers la CEDEAO des peuples. Et le TEC a été mis en œuvre le 1er janvier 2015 et en mars 2016, nous avons seulement 9 pays qui ont mis en application le TEC. Nous espérons que d'ici la fin de l'année, les 6 pays qui restent pourront mettre en œuvre cet instrument important qui doit faire de notre communauté une union économique et douanière. Donc une avancée notable dans l'intégration de nos pays. Alors, le rapport intermédiaire que nous présentons va vous donner une idée complète de l'état de mise en œuvre du programme de travail que la communauté, au cours des 4 premiers mois de l'exercice 2016, a eu à mettre en application. Il évalue les récents développements socio-économiques de l'Afrique de l'Ouest dans l'environnement économique et mondial et souligne les défis et les perspectives que nous envisageons dans le cadre de la vision 2020. La période sous revue a été également donc marquée par le début de la réforme institutionnelle, comme je vous l'ai signalé, et surtout par la 4e législature de votre auguste Parlement, le 5 février dernier, donc 5 février 2016. La présentation se fera en 4 parties. La première partie, ce sera l'environnement économique mondial et régional.
que pèse notre communauté à fin mars et début avril. La situation politique et sécuritaire dans la région, comme vous le savez, la sécurité est devenue une préoccupation majeure avec le terrorisme qui sème le désarroi. Troisième partie, c'est la mise en œuvre du programme de travail de la Commission et des autres institutions de la communauté. Et enfin, nous ferons les recommandations et conclusions. Votre Assemblée a prévu que nous puissions exposer en 1 heure. Nous allons certainement occuper une demi-heure. On a prévu également qu'on va faire le débat de midi à 13h et que nous reprenons les débats de 14h jusqu'à 17h. Et je souhaite que nous puissions, sans interrompre, après l'exposé, faire le débat une fois pour toutes, afin que vous puissiez aller au repas et nous libérer également pour les urgences. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je considère que vous avez marqué votre accord pour ce principe. Je commence donc. Que dire de l'environnement économique mondial et régional? Selon le FMI, à fin avril 2015, nous notons que la croissance mondiale est passée à 3,2 contre 3,1 en 2015. Donc, légère reprise dans le monde à cause du prix du pétrole. Au niveau de l'Afrique, on note qu'il y a une baisse de la croissance économique, qui est passée donc de 3,2 en 2015 à 2,8 en 2016. Évidemment, quand je dis 2016, c'est à fin avril 2016. Cette baisse s'explique principalement par la baisse du prix du pétrole, l'impact de l'épidémie de virus Ebola, ainsi que la mauvaise tenue des prix des minerais, sans compter les problèmes de l'énergie électrique, puisqu'on dit toujours que l'Afrique noire est dans le noir. Au niveau de la CEDEAO, le taux de croissance moyen passe de 6,1 en 2014 à 3% en 2015 et en 2016 restera faiblement, c'est-à-dire une forte baisse du taux de croissance, enfin une forte baisse de surtout en 2015 comme en 2016, puisque c'est de 3% en 2015, 3% en 2016, et ceci est dû au poids et au recul de la croissance au niveau du Nigeria. Les États membres de l'UMOA continuent de tirer vers le haut, puisque le niveau de croissance moyen dans l'UMOA est de 6,6 en 2014, 6,5 en 2016, et c'est envisagé à 7,2 en 2016, compte tenu du fait que la Côte d'Ivoire et certains pays tirent vers le haut l'ensemble des pays de l'UMOA. Donc, au niveau des États, le taux de croissance varie. Au niveau de l'UMOA, de 8,6 en Côte d'Ivoire à moins 21,4 pour la Sierra Leone. La Sierra Leone tire l'ensemble vers le bas. La baisse du taux de croissance en Sierra Leone, c'est-à-dire qui est passé de 13% en 2013 à moins 21,4% en 2015, et au Nigeria, le taux de croissance passerait donc de 6,3 en 2014 et 2,7 en 2015. Cela traduit l'impact de la maladie à virus Ebola pour le premier, en ce qui concerne la Sierra Leone, et la baisse du coût du pétrole qui pose problème. Et d'ailleurs, si vous suivez l'actualité, le coût à la pompe est passé de 86 naira à 145 naira. Et ce qui fait déjà des remous au niveau des discussions entre le syndicat et le gouvernement. Nous espérons qu'une solution sera trouvée. En conclusion, on peut dire que la CEDEAO tire le monde vers le bas à cause de sa croissance, mais tire l'Afrique vers le haut, puisque la CEDEAO a un taux de croissance de 3% et l'Afrique est à 2,8%. Voilà pour la croissance. Maintenant, l'inflation. Le taux d'inflation moyen de la CEDEAO ressortirait à 8% en 2015 et à 8,9% en 2016, c'est-à-dire que le taux va vers le haut. En 2015, l'inflation au sein des pays de l'UMOA et le Cap-Vert reste en dessous du seuil communautaire.
de 5% retenu au niveau des critères de convergence de la CEDEAO. Le critère de convergence pour l'inflation, c'est de 5%, et qui est le synonyme de la menée de la politique monétaire au niveau des 15 pays de l'UEMOA. Pour les autres États, le taux varierait entre 6,8% pour la Gambie et 17% pour le Ghana. Le Ghana a de sérieux problèmes en matière d'inflation et cela devient inquiétant. En 2016, le taux d'inflation prévu au Ghana ressortirait à 15,2%. Cela dénote des problèmes au niveau du Ghana-Sidi. Concernant le déficit budgétaire, on note une aggravation du déficit budgétaire moyen de la CEDEAO depuis 2012. Donc nous avons un déficit de 2,9 en 2012, 4,1 en 2015 et les projections indiquent une tendance à la hausse du déficit public qui ressortirait à 4,5 en 2016. Donc le déficit que nous indiquons, c'est en quelque sorte le déficit budgétaire par rapport au PIB. La situation de l'endettement demeure dans la plupart des pays en dessous de 70%. Quand on dit 70%, c'est l'ensemble des dettes par rapport au PIB qui doit être inférieur à 70%. Donc ceci a été adopté dans le dispositif de convergence économique de la CEDEAO. Toutefois, on note une tendance haussière pour la plupart des pays. Il y a 3 pays qui sont lourdement endettés. Nous avons le Capo Verde, dont les dettes par rapport au PIB représentent 119,3%, la Gambie 91,5% et le Ghana 73,3%, et ils n'ont pas pu respecter la norme communautaire en 2015. Pour les autres pays, vous avez un tableau où nous avons indiqué l'ensemble de la situation de l'endettement. En définitive, pour que la situation économique s'améliore, il faut une bonne coordination entre la politique budgétaire, c'est-à-dire il ne faut pas que l'État dépense beaucoup plus qu'il n'ait de moyens, entre la politique monétaire, l'inflation doit être maîtrisée, et enfin la politique de l'endettement, il faut que les pays s'endettent bien, c'est-à-dire que lorsqu'il y a endettement, il faut que cet endettement aille pour les infrastructures qui constituent l'élément essentiel pour pouvoir impulser la croissance et réduire la pauvreté. Donc c'est une bonne coordination, à une bonne coordination de la politique monétaire, politique budgétaire et politique de l'endettement que nous invitons l'ensemble des pays en vue de maîtriser l'inflation et surtout le rythme de l'endettement qui devient une situation préoccupante. À part cela, nous allons passer à la situation politique et sécuritaire qui intéresse beaucoup plus les membres de votre auguste Assemblée. À ce niveau, nous allons présenter la situation dans 4 pays qui nécessitent des attentions particulières avant de passer au terrorisme, aux élections et puis à la transhumance, qui est un nouveau phénomène qui entraîne des milliers de morts dans notre communauté et à laquelle nous devons vous entretenir pour pouvoir trouver des solutions. Alors, les 4 pays sont le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali. Nous allons vous entretenir sur la situation au niveau de ces 4 pays. Vous savez, la CEDEAO a installé un dispositif qu'on appelle alerte précoce pour prévenir et anticiper les risques parce que la paix est devenue un problème fondamental. S'il n'y a pas de paix, il n'y a point de développement. Et donc, c'est pour ça que les pères fondateurs avaient dit intégration économique, mais aujourd'hui, la haute priorité, c'est d'abord la sécurité. Alors, au Burkina Faso, on peut relever les succès des élections présidentielles qui se sont déroulées dans de très bonnes conditions et qui sont tenues le 29 novembre 2015 et ont permis de retourner à la démocratie et à la stabilisation de la situation sécuritaire. Un Premier ministre a été nommé, des réformes ont été engagées au niveau de l'administration pour aller vers une administration de développement et au niveau également de l'unité nationale, des efforts importants sont en voie d'être réalisés. Toutefois, l'attaque terroriste du 15 janvier 2016 a causé la mort de 30 personnes et perturbé l'atmosphère pacifique qui a caractérisé l'environnement de la période post-électorale.
La réunion du groupe de contact international pour le soutien du Burkina Faso s'est tenue le 1er avril 2016 et a lancé un appel à la communauté internationale en vue de mobiliser un appui adéquat au Burkina Faso pour lui permettre de faire face aux urgences socio-économiques et sécuritaires et surtout fournir un appui financier à court terme à ce pays. Et la dernière réunion qui a eu lieu à Abuja a permis à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de lancer un appel pour la réforme de la défense et de la sécurité. Les djihadistes ont eu attaqué une fois, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura encore d'autres attaques? Il s'agit de prévenir que de guérir. En Gambie, 2 événements majeurs retiennent notre attention. Il y a la fermeture de la frontière entre la Gambie et la Sierra Leone, première quinzaine du mois de février, et ensuite les manifestations organisées par l'opposition les 14 et 15 avril 2016, après l'annonce du calendrier des élections par la Commission électorale indépendante de Gambie et les arrestations et emprisonnements de certains opposants. La CEDEAO, après une mission de haut niveau que nous avons eu à accomplir, et moi-même j'y faisais partie, avec les Nations Unies et l'Union africaine, nous avons lancé un appel au dialogue pour que les élections présidentielles qui auront lieu en décembre prochain puissent se dérouler dans une atmosphère de paix et surtout de tolérance tout au long du processus électoral, partant de la liste électorale à la distribution des cartes et jusqu'aux élections. Le devoir de protéger les citoyens et surtout d'amener les forces de police à aller vers le respect des citoyens pour ne pas utiliser donc cette force à l'encontre des citoyens. Nous avons lancé donc un appel à ce niveau pour que les droits de l'homme et surtout la promotion de la démocratie puissent y promouvoir, surtout la liberté de se réunir, la liberté de s'associer, afin que les élections puissent se dérouler dans une sorte d'atmosphère transparente, libre et surtout qu'elles soient crédibles. Nous ne souhaitons pas que les élans que nous avons obtenus dans la communauté, déjà pour 2015, où nous avons eu des élections qui sont déroulées dans de très bonnes conditions, partant du Nigeria, passant par le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, et qu'en 2016, nous avons noté qu'il y a eu des élections au Bénin et au Niger qui se sont déroulées avec succès. Nous souhaiterions que la même tendance puisse être observée au niveau de 3 pays. Il s'agit de Cap Verde, qui est de tradition en général pacifique, mais les soubresauts sont à ressentir lorsqu'il s'agit des élections au Ghana et en Gambie. De toute façon, des dispositions sont prises pour un suivi pour que la CEDEAO puisse prêter main forte à maintenir le dialogue. Il ne faut jamais rompre ce dialogue-là. C'est donc au nom de ce dialogue-là que nous avions invité les délégations gambiennes qui ont participé au Conseil des ministres, une forte délégation, et les ministres sénégalais, conduits par le président Mankeur Ndiaye, pour engager le dialogue en ce qui concerne la fermeture de la frontière. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est un phénomène récurrent entre 2 pays, la Gambie et le Sénégal, qui constituent un même peuple. Parce que des 2 côtés, quand nous nous réunissons pour parler français et anglais, les 2 se mettent à parler wolof. Et ça indique bien que c'est la même famille, mais dans 2 pays différents. Alors, les droits de passage sont passés de 4 000 francs pour les gros camions à 400 000 francs, sans qu'il n'y ait aucune concertation entre le Sénégal, les autorités sénégalaises et les autorités gambiennes. Au niveau de la CEDEAO, lorsque nous avons été informés, nous avons envoyé une mission d'enquête. De l'enquête, il ressort qu'il n'y a eu aucun acte officiel qui ait marqué le prix entre 4 000 et 400 000, mais lorsque les gardes, vous arrivez à leur niveau, ils disent c'est 400 000, sinon vous ne passez pas. C'est une entrave à la libre circulation des biens et des personnes. Et lorsque nous avons été plus loin, le ministre d'État chargé du transport gambien nous a dit que
ce n'est pas l'État qui a eu à élever ces prix, mais les dispositions sont prises pour y mettre fin. Effectivement, il y a été mis fin. Mais n'empêche que le problème demeure. La Gambie a saisi donc les autorités sénégalaises pour une concertation à Dakar à la fin du mois d'avril. Mais à l'approche de cette date, elle a été reportée et la Gambie a demandé à la délégation sénégalaise de venir se rendre à Banjul, ce qui n'arrangeait pas la délégation non plus. Et notre session a permis donc aux deux délégations de se rencontrer et dimanche dernier, les deux délégations se sont rencontrées, les pourparlers ont été engagés, elles ne sont pas terminées et nous espérons que des mesures strictes seront trouvées pour qu'il n'y ait plus ces entraves à la libre circulation des biens des personnes parce qu'en Gambie, le prix, l'inflation a commencé, les prix de première nécessité commencent à manquer puisque vous savez la Gambie est enclavée et il faut contourner, les transporteurs prennent des dispositions pour contourner la Gambie pour aller en Casamance. Espérons et nous lançons un appel pour les deux parties pour que des solutions imminentes soient trouvées. De toute façon, la commission de la CEDEAO, à travers la lettre précoce, suit de très près cette situation et nous espérons que ça va être un dénouement de manière durable. Guinée-Bissau, là également, la situation est préoccupante. Il nous convient de relever les efforts de médiation qui ont été entretenus aussi bien par le président Macky Sall, qui est le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, et par son Excellence Olusegun Obasanjo, médiateur de la CEDEAO en Guinée-Bissau, qui s'est rendu en Guinée-Bissau 2 fois de suite, c'est-à-dire le 10 février et le 2 mai dernier, pour faciliter les pourparlers entre les acteurs politiques du pays. À la fin de la mission de la CEDEAO, on a prévu, les chefs d'État ont prévu, lors de leur dernière rencontre, le 12 septembre 2015 à Dakar, que ECOMIB va cesser sa mission le 30 juin, suite à la décision donc de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État, comme je le disais, le 12 septembre à Dakar. Cette dissolution, cette démobilisation nécessite une mobilisation de ressources de 32,1 millions d'euros. Le problème qui se pose à ce niveau, c'est un problème de ressources. Nous avons 3 pays. Le Nigeria qui a amené des policiers, le Burkina Faso qui a amené des militaires et le Sénégal qui a envoyé le génie militaire et les gendarmes. Au total, 680 personnes. Ils ont engagé des ressources que la CEDEAO n'arrive pas à rembourser. Donc il y a des arriérés qu'il faut payer. Et étant donné que la CEDEAO traverse une situation de trésorerie difficile, nous n'avons pas pu payer. Évidemment, le Nigeria a retiré ses policiers, 140 policiers. Il reste sur place les Burkinabés et les Sénégalais qui également nous disent que si rien n'est fait, ils risquent de retirer leurs troupes. Et nous avons approché l'Union européenne qui, puisque au dernier Conseil des ministres le 13 mai, nous avons discuté et le ministre de la Défense, qui faisait partie du Conseil de médiation, nous a dit qu'il ne présageait pas des conséquences du retrait de ces forces. Est-ce que nous allons retourner dans la situation antérieure ou bien laisser cette situation s'aggraver? En tout cas, le président de la République, Vaz, a eu à démettre le Premier ministre le 12 mai 2016, avec une interdiction formelle au Premier ministre et à certains ministres d'avoir accès à leur bureau. Cela peut exacerber encore cette tension déjà forte au niveau de la Guinée-Bissau. De toutes les façons, le président Macky Sall a entrepris des démarches et nous a instruits. Et nous avons rencontré l'Union européenne hier même et nous avons introduit une requête pour que nous puissions avoir des ressources et prolonger d'au moins 6 mois, voire 1 an, la présence de ECOMIB. Mais cela dépendra des problèmes de trésorerie que nous rencontrons. Et si on y parvient, ça permettra de mettre en œuvre le plan du général Olusegun Obasanjo, qui consiste à instaurer un dialogue entre toutes les parties, avec les 15 parlementaires qui sont fondeurs et pour lesquels
le dialogue est toujours maintenu puisque le président Vaz nous a donné des assurances comme quoi le dialogue sera maintenu en toutes les parties et que la situation va se calmer. Nous le souhaitons vivement. Alors, la persistance de cette crise compromet la mise en œuvre des engagements pris par les partenaires au développement qui, en mars 2015, ont fourni une assistance financière qui s'élevait à 1,5 milliard de dollars américains pour la Guinée-Bissau. Et ces montants ne seront pas décaissés si la stabilisation ne revient pas. Donc voilà pour la Guinée-Bissau. Hier même, nous avons rendu un communiqué pour dire que nous appelons toujours au dialogue toutes les parties, puisque les 15 députés qui ont été chassés du PAIGC, la Cour suprême s'est réunie et a demandé leur réintégration. Or, si le président n'a pas la majorité, le programme du Premier ministre qui est nommé par la majorité, puisque c'est un système parlementaire, ne pourra pas être exécuté dans de bonnes conditions. Donc voilà pour la Guinée-Bissau, qui demeure, quoi qu'on dise, une situation inquiétante pour la sous-région. Le Mali. Le dialogue engagé par le gouvernement malien pour accélérer la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation porte notamment sur la révision du Code des collectivités locales afin de prendre en compte les autorités intérimaires. L'organisation des réunions des communautés en vue de la réconciliation. Toutefois, les récentes attaques terroristes dans le nord du pays, malgré les efforts déployés, suscitent une inquiétude générale, d'où la nécessité d'assurer la mise en œuvre effective des accords de paix. Dans ce cadre, il convient de demander à toutes les parties de démontrer leur détermination à œuvrer à la mise en œuvre effective et intégrale de l'accord. Inviter à cet égard les mouvements signataires à fournir sans délai les listes des combattants nécessaires au démarrage des patrouilles mixtes et le processus de DDR. Demander au Conseil de sécurité des Nations Unies, dans la perspective du renouvellement du mandat de la MINUSMA, de prendre toutes les mesures en vue de son adaptation au contexte sécuritaire marqué par le terrorisme, la criminalité transnationale. Enfin, soulignons que, dans le cadre de cette mission, le montant dû aux troupes s'élève à 38,2 millions de dollars. Voilà que la trésorerie de la CEDEAO ne permet pas de couvrir ces arriérés. La paix a un coût, la sécurité a un coût, et donc nous lançons un appel à tous les parlementaires de nous appuyer pour que tout au moins le PCS, qui constitue 90% des ressources de la commission de la CEDEAO, puisse être versé. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les arriérés font 202 milliards de francs. Et si nous avions ces ressources, nous pensons que la paix étant prioritaire, nous pourrions couvrir ces dépenses. De toute façon, nous avons engagé des recherches au niveau des partenaires techniques pour obtenir leur appui, pour payer les arriérés, sinon les troupes qui ont financé leurs ressources sur leur trésor pourront les retirer. Parlons maintenant du terrorisme. Le terrorisme sévit dans notre communauté et le Nigeria a accompli des progrès remarquables dans la lutte contre Boko Haram. Le récent sommet qui a eu lieu le samedi dernier, organisé par le Nigeria, le 14 mai, avec les pays du bassin du Niger, a connu la participation de la France et des États-Unis d'Amérique et permettra d'accélérer la coordination de la lutte contre cette secte. Vous savez qu'avec cette secte, le Nigeria consacre une portion importante de son budget à la lutte contre le terrorisme parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement et ça ne sème que l'inquiétude et la terreur dans les familles. Il convient de souligner que les attaques terroristes perpétrées au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire et au Niger ont endeuillé d'innombrables
d'innombrables populations. Nous passons maintenant aux élections. Nous en avons déjà parlé. L'année 2015 a été marquée par les élections réussies au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Nigeria. L'année 2016 a connu des élections en début d'année au Bénin et au Niger, qui se sont déroulées avec succès. Alors, pour le reste de l'année, 3 élections présidentielles sont donc attendues, le Cap-Vert, le Ghana et la Gambie. Et nos services d'alerte précoce suivent avec attention tout risque de tension, surtout en Gambie et au Ghana. Nous lançons un appel pour des élections crédibles, libres, transparentes et surtout pour que dans notre communauté, la promotion de la démocratie et le respect des droits de l'homme ne soient pas de vains mots. La transhumance, c'est un phénomène qui commence à s'étendre. La Commission exprime sa préoccupation face à la multiplication des conflits liés à la transhumance dans plusieurs États membres, notamment en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, ayant causé des milliers de morts et qui pourraient représenter une nouvelle menace pour notre communauté. Il s'agit du déplacement des troupeaux et pendant la période de saison sèche qui quittent les pays d'intérieur pour aller vers la côte. C'est un phénomène que nous suivons. Il s'agira d'organiser des couloirs pour qu'il n'y ait plus de risque entre les agriculteurs et les éleveurs, puisque ça contribue à décimer du bétail et à saccager des cultures. Et donc, il y a déjà eu, les chefs d'État ont déjà donné des consignes. Il s'agit de créer des couloirs avec des restaurants pour les bêtes et des cliniques pour pouvoir les soigner afin d'obtenir la paix au niveau d'un certain nombre de pays, puisque ce phénomène tend à se généraliser, puisqu'on l'a connu également au Bénin, au Togo, et donc nous avons ciblé des pays vers lesquels il y a eu le déplacement de l'intérieur vers le littoral. La deuxième partie, c'est la mise en œuvre du programme du travail de la Commission et des autres institutions de la communauté, dont le Parlement. La Commission a poursuivi la mise en œuvre de son programme portant sur les domaines de l'intégration monétaire, de la constitution du marché commun, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources d'eau, des infrastructures et du développement humain. Ces programmes visent à lutter contre la pauvreté qui demeure endémique dans notre région. 60% des États membres ont un taux de plus de 40% de leur population qui vivent dans l'extrême pauvreté. Et la pauvreté ne recule pas dans nos pays. Les raisons pour lesquelles elle ne recule pas sont identifiables. C'est le chômage des jeunes, le sous-emploi des jeunes, ensuite les maladies à virus Ebola qui sèment également la terreur, sans oublier les problèmes de contraintes que nous avons au niveau de l'énergie électrique. Sans énergie électrique, comment transformer les produits de base et créer des emplois? Donc, l'informalisation de nos économies constitue un problème. L'informel, qui domine une bonne partie, ne permet pas d'avoir des politiques de planification, de stratégie capables de créer suffisamment d'emplois pour les jeunes. Ensuite, nous voulons vous parler de la lutte, la libre circulation des personnes et des biens. À ce niveau, nous pouvons vous dire que tout le dispositif juridique existe, mais il y a toujours une grande distance entre les tests juridiques et leur mise en œuvre. Des entraves à la libre circulation des personnes et des biens sont observées ça et là. Et le cas le plus récent est bien celui de la Gambie dont nous venons de parler, avec une imposition donc de 4 000 à 400 000 francs. La Commission a donc lancé un appel pour que les deux pays trouvent une solution. Donc nous avons dit qu'ils se sont réunis le 15 mai et le président du Parlement nous a dit qu'il a eu le bonheur de les voir en train de discuter et que cela augure de bons résultats. Souhaitons que tout se déroule correctement. Et dans ce cadre-là, nous avons lancé un projet pour, on va appeler Taxi CEDEAO. On va prendre un citoyen lambda qui va aller en taxi. Il va aller de frontière en frontière et voir les entraves qui existent
alors que les tests disent encore autre chose. Et cela nous permettra de rendre compte au chef d'État pour qu'on puisse améliorer la libre circulation des biens des personnes au sein de la CEDEAO. Il s'agira de réduire les différentes entraves, surtout informelles, et qui handicapent la libre circulation des biens des personnes, des capitaux et même des services. Donc voilà ce que nous entrevoyons de faire dans les meilleurs délais. En ce qui concerne la mobilisation des ressources, problème crucial en ce moment. Nous avions dit tout à l'heure que nous avions des arriérés importants qui s'élèvent à 247 348 074 unités de compte, soit en dollars 345 091 866 et en CFA à raison du dollar à 585 à 202 milliards de francs CFA. Cette situation précaire réduit complètement les projets et programmes que nous devons mettre en œuvre. Et nous attendions dans le budget un montant de 78 millions de dollars comme versement au PCS, mais nous n'avons enregistré que 48 millions. Résultat, les institutions n'ont pas toutes les ressources qu'il faut. Nous-mêmes, nous révisions à la baisse. Et pour contenir ces dépenses, nous avons mis au point un programme de maîtrise des charges pour éviter le gaspillage et voir comment améliorer la situation de notre trésorerie. Nous lançons donc un appel aux États pour que la situation de notre trésorerie soit améliorée, parce que sans financement, il ne nous reste qu'à croiser les bras et à prier Dieu. Dans quelle mesure pouvons-nous être efficaces? Le travail de la CEDEAO s'étend de plus en plus avec les menaces djihadistes, avec le terrorisme, la transhumance, avec les maladies, parce que nous avons dit que Ebola est terminé, mais il y a des risques de résurgence. Les risques de résurgence sont récents en Guinée et puis en Sierra Leone. Donc nous sommes obligés de maintenir un état de veille avec des casques blancs qui, à tout moment, dès que la maladie apparaît, nous puissions leur permettre de se rendre utiles et surtout d'arrêter cette épidémie qui ne pardonne pas. Au niveau de la Cour de justice, au cours de la période sous revue, la Cour a tenu 30 sessions, rendu 8 décisions et 8 arrêts. À la date du 13 avril 2016, il y avait 59 affaires pendantes et 89 processus en attente de traduction. De novembre 2015 au 13 avril 2016, 19 nouveaux cas ont été déposés auprès de la Cour. Au niveau du Parlement, à la suite de l'installation de la 4e législature le 5 février 2016, des échanges ont été engagés dans le cadre des nouvelles prérogatives du Parlement. Nous travaillerons de concert avec le bureau de l'Assemblée pour que ces prérogatives puissent être bien déterminées avec des approches correctes, notamment sur le contrôle de gestion de la Commission et des autres institutions de la communauté. À ce niveau, nous avions rencontré le vice-président et le président. Nous leur avons fait part de notre volonté de pouvoir travailler main dans la main, mais que nous souhaitons que dans les médias, le contrôle, puisqu'un Parlement vote des lois et contrôle l'action gouvernementale. Le gouvernement ici, c'est la commission de la CEDEAO. Étant donné qu'un budget est voté, nous souhaiterions que le Parlement puisse prendre des dispositions pour assurer le contrôle, non seulement de la commission, mais de toutes les institutions pour en faire rapport, pour que nous puissions lutter pour la bonne gouvernance et surtout, s'il y a des enquêtes parlementaires, qu'elles puissent les engager. À ce niveau, nous avons souhaité mettre... Nous nous sommes entendus que nous allons créer une commission paritaire. 3 de la commission et 3 de votre Parlement. Et au niveau de la commission, ce sera dirigé par le vice-président de la commission et au niveau du Parlement par le secrétaire général, afin que nous leur donnions un délai de 2 ou 3 semaines pour qu'ils définissent les différentes possibilités de renforcement des prérogatives. Mais nous insistons sur le fait que les chefs d'État, lorsqu'ils avaient été informés, ils auraient souhaité que la cogestion qui relève du Conseil des ministres
on puisse aller tout doucement dans la mesure où les députés pourront exercer directement le contrôle aussi bien sur la nomination que sur toutes les activités lorsque le système d'une élection au suffrage universel direct en tant que député du Parlement, on aura mis ça au point. De toute façon, compte rendu sera fait au prochain conseil, à la prochaine conférence des chefs d'État qui aura lieu le 4 juin à Dakar. Mais nous manifestons notre pleine volonté à vouloir contribuer pour la bonne marche des différentes prérogatives afin que le Parlement puisse exercer son rôle. Organisation ouest-africaine de la santé. Au niveau de la santé, vous savez que nous avons des problèmes qui sont dus au virus Ebola. Cette maladie est aujourd'hui maîtrisée. L'OMS nous a signifié qu'il y a eu près de 11 500 décès sur 28 000 cas. Les 28 000 cas, non seulement c'est au niveau des pays de la CEDEAO, mais en Espagne et aux États-Unis également. Et donc, les solutions qui ont été trouvées ont permis de maîtriser aujourd'hui cette maladie. Mais avec l'OAS, nous avons des perspectives pour lesquelles nous devons rechercher des ressources pour que dans chaque pays, il y ait comme des volontaires afin que non seulement Ebola, mais toute autre maladie, dès que la maladie se déclenche, on puisse de manière instantanée déclencher également le système pour y faire face. Et cela nécessite beaucoup de ressources. Et nous nous sommes engagés avec l'OAS pour rechercher ces fonds et surtout créer des casques blancs. Aujourd'hui, nous avons 115 volontaires que nous avons appelés casques blancs qui sont prêts, au risque de leur vie, d'aller intervenir à tout point en ce qui concerne la CEDEAO. La maladie à virus Ebola, c'est elle aujourd'hui. Demain, ce sera encore peut-être une autre. Nous devons en mettre au point un état de veille permanent. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment, il s'agit du GIABA. Le GIABA poursuit donc les actions auprès des États membres, les acteurs de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et des institutions régionales et internationales pour une lutte efficace contre le crime financier et contre les infractions sous-jacentes. Ce que nous pensons, c'est que s'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de terrorisme. Les terroristes utilisent des armes, ils doivent se déplacer, ils doivent avoir des véhicules. Et donc, le GIABA travaille dans le sens de comment faire pour que les déclarations de soupçons faites par les banques soient mieux appréhendées et qu'on puisse cibler les ressources qui vont au terrorisme. Sans terrorisme, si on coupe le financement, c'est sûr qu'il y aura moins de terrorisme. Donc le GIABA est instruit dans ce sens. Et là également, il y a des défis importants à relever dans le sens de l'exploitation de tout ce qui est déclaration de soupçons au sein de notre communauté qui réunit 320 millions de consommateurs. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. À fin décembre 2015 par rapport à 2014, la situation de la banque s'est légèrement consolidée avec une masse bilancielle en progression de 42,3 millions d'unités de compte et un résultat bénéficiaire de 1,45 million d'unités de compte, environ 2,7 millions de dollars. Nous avons pris personnellement au dernier conseil d'administration de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, parce que c'est cette banque, au titre des pères fondateurs, qui doit financer les infrastructures, qu'il s'agisse d'autoroutes, qu'il s'agisse de rails, qu'il s'agisse de ports, d'aéroports en connexion, et même qu'il s'agisse de tout ce qui peut impulser l'agriculture, l'élevage, la pêche et toutes les autres activités, y compris leur mécanisation. C'est au titre de la BIDC qu'on devrait pouvoir faire ces financements. Or, la BIDC est handicapée. Elle est handicapée parce que les pays qui ont souscrit au capital appelé n'ont pas décaissé. Et lorsque nous allons voir les bailleurs de fonds tels que la Chine et l'Inde qui ont manifesté la volonté, ils disent que les pays commencent déjà par faire leur devoir en donnant leur capital appelé. Et ça, là, nous allons faire une tournée avec le président de la BIDC pour pouvoir sensibiliser. Déjà, on l'a fait venir pour le Conseil des ministres. Les ministres des Finances ont été sensibilisés.
Nous allons présenter également le document au chef d'État pour que les pays décaissent la part du capital appelé. Mais le gros problème là-bas, c'est de trouver les ressources adaptées au financement du développement. Et ces ressources ne peuvent se faire que lorsque nous avons des taux concessionnels, c'est-à-dire des taux bas qui ne dépassent pas 3% et qui permettent de faire des points d'eau pour l'eau, améliorer l'agriculture, améliorer également la situation en ce qui concerne la pauvreté, pour faire reculer la pauvreté. Donc voilà, Monsieur le Président, l'essentiel de la présentation que nous voulons vous faire, institution par institution. Et enfin, nous allons aboutir aux différentes recommandations qui ont été faites et qui ont été réitérées lors du dernier sommet que nous avons eu à faire au niveau du Conseil des ministres et du Conseil de médiation. Alors, ces recommandations sont de plusieurs catégories. Nous allons faire les recommandations, ensuite les conclusions. Les recommandations suivantes ont été formulées afin d'accompagner la Commission dans la réalisation de la mission qui lui est assignée. Au vu de l'évolution de l'environnement économique international, les efforts devront être poursuivis pour la transformation structurelle des économies de la région et le développement des infrastructures. À ce niveau, je voudrais préciser que lorsque nous avons fait les statistiques, nous avons noté qu'après 41 ans, nous sommes à un niveau de volume d'échange seulement de 12% sur les échanges globaux de nos pays. Les 12% représentent à peu près 15 milliards de dollars. Et si on avait de bonnes politiques, nous devons aller plus loin parce que 41 ans, c'est la pleine majorité. Et on devrait s'attendre à avoir plus d'échanges dans les 15 pays de la CEDEAO. Évidemment, il y a le problème de la politique monétaire, où on a dit qu'on va transformer notre pays en zone monétaire en 2020. Mais les signaux que nous avons, les indicateurs en ce qui concerne les critères de convergence, nous prouvent qu'il n'est pas certain qu'en 2020, nous puissions y parvenir. Parce que, comme je l'ai dit au ministre, la monnaie apparaît comme le goalman au niveau du football. Si les ailiers et les défenseurs jouent bien leur rôle, la monnaie ne subit pas trop de pression. Et le goalman, il reçoit trop de balles et on lui met beaucoup de buts si les autres ne jouent pas leur rôle. On ne peut pas demander à la monnaie de faire plus que ce qu'elle est en train de faire. Nous avons l'exemple au Nigeria actuellement, où la situation des échanges est telle qu'il y a des mesures, des décisions à prendre. Et sinon, c'est la stagnation dans les affaires. La Banque centrale du Nigeria contrôle la sortie des devises et il va falloir prendre des décisions puisque le Nigeria constitue une sorte de mastodonte de l'ensemble de nos économies. Il devait exercer l'effet d'entraînement vers l'amélioration des conditions. Malheureusement, c'est le pétrole et les prix du pétrole sont tellement bas qu'il y a à craindre que la croissance puisse être encore très limitée cette année au niveau du Nigeria. Poursuivre et intensifier les efforts en vue de réaliser les chantiers de l'intégration régionale TEC-CEDEAO. Comme je l'ai dit, 9 pays à fin mars ont mis en application le TEC-CEDEAO. Il reste 6 pays et qui ont expliqué au cours du Conseil des ministres, pour les lusophones, il s'agit de traduction de documents, pour d'autres, c'est un retard accusé dans les instruments qui doivent passer au Parlement afin que ces accords soient ratifiés avant leur mise en œuvre. Nous espérons que d'ici la fin de l'année, tous les pays vont pratiquer le TEC-CEDEAO. Poursuivre les efforts pour assurer une saine gestion macroéconomique des économies préalable à la mise en place d'une union monétaire stable et viable. Ça, je l'ai déjà expliqué. Politique monétaire, cette politique rythme avec la politique budgétaire et la politique de l'endettement. Renforcer les actions de promotion de la paix, de la sécurité dans la région. Nous venons de parler des différentes menaces, mais nous notons que presque tous les pays ont pris des dispositions parce qu'avec l'État islamique, les djihadistes, on ne sait pas quel sera le prochain pays. Et nous souhaitons que les pays collaborent avec les partages de renseignements et d'informations pour que la riposte pour le maintien de la paix soit sans condition. Renforcer les actions de promotion de la paix, organiser une réunion avec les différents partenaires financiers pour mobiliser les ressources nécessaires à la construction des zones touchées par l'épidémie d'Ebola. À ce niveau, je voudrais rappeler que l'Union africaine a donné un prix à la CEDEAO du fait des actions de l'OAS, la manière dont
l'Ebola a été maîtrisé. Mais là où passe l'Ebola, l'Ebola ne laisse que le vide et la tristesse. Et donc, nous avons saisi le président de la République togolaise, qui est le coordonnateur de ce programme, pour que nous organisons la situation post-Ebola afin de faire renaître et relancer l'économie dans les zones qui ont été passées, où l'Ebola est passé. Accélérer les réformes institutionnelles de la Commission et des autres institutions de la communauté en vue de les rendre plus performantes et plus opérationnelles. En conclusion, la situation de notre communauté a fin avril fait ressortir ceci. Les défis sécuritaires sont persistants. Nous avons instauré la lettre précoce dans 5 pays sur financement des États-Unis américains. Nous recherchons des ressources pour pouvoir installer dans les 10 pays qui restent. La lettre précoce peut être une alerte, non seulement pour les risques de terrorisme, pour la paix, la stabilité, mais une alerte également contre les problèmes de nourriture. Lorsque nous avons une telle disposition avec le Sahel et le SILS, nous pourrions prévenir des problèmes de manque de ressources alimentaires, sécurité alimentaire et nutritionnelle oblige. Le renforcement de la démocratie avec l'organisation d'élections paisibles dans tous les États membres, l'existence de risques de violence pour les élections programmées en 2016 dans certains pays, une situation de précarité de la trésorerie pour l'ensemble des institutions de notre communauté. À date, la situation financière des institutions de la communauté est somme toute préoccupante et pourrait négativement affecter les résultats de l'ensemble de l'année 2016 si aucune amélioration substantielle n'est envisagée. Je voudrais saluer la disponibilité de tous les acteurs qui a permis la réalisation des différentes activités et compter sur leur engagement permanent pour la conduite des chantiers de l'intégration en vue de la construction de la 16e économie, Union économique et monétaire pour les 15 États membres. Nous espérons et nous pensons que si les dispositions sont prises, nous pourrions créer la 16e économie qui prend place les 15 économies et avoir une connexion pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Je vous remercie, Monsieur le Président et honorable parlementaire.